Pour rappel, l'article R411-1 du Code de justice administrative impose que la requête contienne l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Il faut donc comprendre ce que recouvrent les notions de conclusion et de moyens. Premier paragraphe, les conclusions. Les conclusions correspondent à l'objet de la demande, c'est-à-dire à ce qui est demandé au juge de faire ou de dire. Voyons d'abord les différentes conclusions, puis leur régime juridique. Grand A, les différentes conclusions. C'est d'abord le demandeur, c'est-à-dire le requérant, qui présente des conclusions devant le juge. Il saisit en effet le juge pour lui demander de faire quelque chose, par exemple, dans le cadre d'un REP, annuler un acte administratif. Les conclusions du demandeur se divisent en plusieurs catégories. On trouve d'abord les conclusions principales. Elles constituent le cœur de la demande. Dans le cadre du REP, comme on vient de l'expliquer, les conclusions principales ont pour objet l'annulation de l'acte administratif contesté. Dans le cadre du recours de pleine juridiction, elles consistent à demander la réformation de l'acte administratif ou la condamnation de l'administration. Les deux types de demandes peuvent être conjugués puisqu'on a vu qu'il est possible, dans une même requête, d'intenter un recours pour excès de pouvoir et un recours de pleine juridiction. Enfin, dernier exemple, dans le cadre de la nouvelle action en reconnaissance de droit, les conclusions principales consistent à demander au juge de reconnaître l'existence d'un droit au profit d'un groupe de personnes placées dans la même situation. À côté des conclusions principales, on trouve les conclusions incidentes. Elles s'ajoutent aux conclusions principales, et ce de différentes manières. D'abord, elles peuvent compléter les conclusions principales en demandant quelque chose en plus dans l'hypothèse où les conclusions principales sont admises. On parle alors de conclusions conditionnelles. Par exemple, c'est le cas de la demande d'annulation d'acte par voie de conséquence de l'annulation de l'acte initialement contesté. Autre possibilité de ces conclusions incidentes, elles peuvent compléter les conclusions principales afin d'assortir la décision du juge de certaines mesures. On parle alors de conclusions accessoires. On peut citer par exemple la demande de condamnation aux frais irrépétibles ou la demande de modulation dans le temps des effets de l'annulation. Enfin, les conclusions incidentes peuvent avoir vocation à jouer dans l'hypothèse où le juge rejette les conclusions principales. On parle alors de conclusions subsidiaires. Par exemple, c'est le cas de la demande d'annulation partielle si la demande d'annulation totale est rejetée. Pour rappel, le juge du principal est le juge de l'incident. Le juge saisi est donc compétent pour se prononcer sur toutes les demandes incidentes du requérant. Après le requérant, c'est ensuite le défendeur qui présente des conclusions au juge. On peut là aussi trouver des conclusions principales et des conclusions incidentes. Par exemple, dans le contentieux de la responsabilité, l'administration peut demander au juge, à titre principal, de rejeter la requête et lui demander, à titre subsidiaire, de ne le condamner qu'à une certaine somme s'il venait à reconnaître sa responsabilité. Le plus souvent, on le comprend, le défendeur conclut à titre principal au rejet de la requête. Mais il peut aller aussi au-delà en présentant des conclusions dites reconventionnelles qui visent à obtenir la condamnation du requérant. Ce type de conclusion n'existe que dans le recours subjectif de pleine juridiction, notamment dans le contentieux contractuel. Par exemple, dans l'hypothèse où le requérant demande la résiliation du contrat, le défendeur conclut au rejet et demande de surcroît la condamnation du requérant à des pénalités de retard dans l'exécution du contrat. Il peut s'agir aussi de demandes tendant à la condamnation du requérant à des dommages et intérêts pour recours abusif.
En revanche, dans le cadre du REP, toute demande conventionnelle est irrecevable. En cas de recours abusif, le juge a néanmoins la possibilité de condamner le requérant à une amende dont le montant maximum est de 10 000 €. Grand B, le régime des conclusions. Deux règles principales s'appliquent aux conclusions, l'une à l'égard du juge, l'autre à l'égard du requérant. Il existe d'abord un principe de soumission du juge aux conclusions des parties qui emporte plusieurs conséquences. Le juge ne peut pas d'abord statuer au-delà des conclusions présentées devant lui. C'est ce qu'on appelle l'interdiction de l'ultra petita. Par exemple, s'il est saisi d'une demande d'annulation partielle, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, le juge ne peut pas procéder à une annulation totale. S'il est saisi d'une demande de condamnation à hauteur de 5 000 €, dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, il ne peut pas condamner l'administration à une somme supérieure. Il existe toutefois des exceptions à ce principe. Par exemple, dans les nouveaux recours de pleine juridiction en matière contractuelle, créés par le Conseil d'État, celui-ci a admis, par souci d'efficacité, que le juge du contrat puisse prendre la mesure qu'il souhaite à l'égard du contrat, une résiliation, une annulation ou une modification du contrat, même si le requérant ne lui en a pas fait la demande. Le principe de soumission du juge aux conclusions implique également que le juge ne peut pas statuer en deçà des conclusions. C'est cette fois l'interdiction de l'infra petita. En d'autres termes, le juge doit se prononcer sur toutes les conclusions soulevées, au besoin pour les rejeter. La deuxième règle applicable aux conclusions concerne cette fois le requérant et est en lien avec le délai de recours contentieux. En effet, l'expiration de ce délai cristallise les conclusions. On l'a déjà dit, le requérant ne peut plus présenter de nouvelles demandes au juge après ce délai. Il peut seulement ôter certaines de ses conclusions. C'est le principe d'immutabilité des conclusions. Cette règle, qui peut paraître stricte, s'avère en fait essentielle. Elle s'explique par le fait que l'instruction d'un dossier par le juge ne peut commencer que lorsque les données du litige sont connues et stabilisées. L'objectif de la règle est donc de permettre au juge d'avoir l'assurance que les demandes du requérant ne vont plus évoluer afin qu'il puisse débuter son analyse du dossier. Par ailleurs, le fait que le requérant ne puisse plus faire de demandes nouvelles dans le cadre de sa requête, au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux, ne lui interdit pas d'introduire une nouvelle requête. Par exemple, si le requérant a introduit un REP contre une décision administrative, il ne peut plus, une fois le délai de recours contentieux expiré, ajouter à sa requête des conclusions à fin d'indemnisation. En revanche, il peut, après avoir fait naître une décision sur ce point auprès de l'administration, déposer une seconde requête dans le nouveau délai ouvert grâce à l'intervention de la décision de l'administration. Venons-en maintenant aux moyens. Grand 2, les moyens. Les moyens correspondent aux arguments de droit et de fait qui sous-tendent les conclusions. Ils en constituent le fondement. On en trouve tant dans la requête du requérant que dans le mémoire en défense de l'administration. Il faudra dire également quelques mots ensuite des moyens d'ordre public. Donc commençons d'abord, grand A, par les moyens du requérant. Le requérant doit fournir au juge les éléments de fait et de droit qui justifient sa demande. C'est-à-dire qu'il doit apporter les arguments qui montrent que ses prétentions méritent d'être accueillies par le juge. Par exemple, dans le cadre du REP, le requérant ne peut pas se contenter de demander l'annulation de l'acte contesté. Il doit par ailleurs développer les éléments qui montrent que l'acte est illégal. Par exemple, il va soutenir que l'acte est illégal en raison de l'incompétence de son auteur,
ou que l'acte est illégal car il est contraire à une loi ou une norme internationale, etc. Ce sont ces différents arguments qui constituent ce qu'on appelle les moyens de la requête. Lorsque cette requête n'est pas déposée par un avocat, le juge n'est pas exigeant sur les formulations des arguments en termes juridiques. C'est pourquoi il n'hésite pas à faire un travail de requalification afin d'identifier les moyens qui ont été soulevés par les requérants. À nouveau, l'expiration du délai de recours contentieux a un effet cristallisateur. En effet, lorsque ce délai est expiré, le requérant ne peut plus soulever de moyens qui se rattachent à une cause juridique nouvelle. En revanche, dès lors qu'une cause juridique est ouverte, le requérant peut soulever, jusqu'à la clôture de l'instruction, tout nouveau moyen qui s'y rattache. Cette règle de cristallisation partielle des moyens est en apparence rigide, mais en pratique, elle l'est beaucoup moins, car il suffit d'invoquer dès l'introduction de la requête un moyen relevant de chaque cause juridique pour éviter la cristallisation. Par exemple, dans le REP, les avocats invoquent systématiquement un moyen de légalité externe et un moyen de légalité interne, afin d'ouvrir les deux causes juridiques, ce qui leur permet ensuite, à tout moment de l'instance, d'ajouter tous les moyens qu'ils souhaitent. Autre exemple, dans le cadre du recours de pleine juridiction, les mêmes avocats invoquent en général immédiatement la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute, qui correspondent à deux causes juridiques différentes, afin, là encore, de contourner la cristallisation. Cette méthode présente toutefois des inconvénients, car elle permet au requérant de soulever au dernier moment un moyen pertinent susceptible de retarder l'intervention du jugement. C'est pourquoi le décret du 2 novembre 2016 a innové en donnant au juge le pouvoir de cristalliser les moyens. L'article R 611-7-1 prévoit ainsi que lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Enfin, dernière remarque concernant les moyens soulevés par le requérant. En principe, dès lors que le requérant dispose bien d'un intérêt à agir contre la décision administrative, il peut soulever n'importe quel moyen à l'égard de cette décision. Cependant, dans le contentieux contractuel, les nouveaux recours ouverts aux tiers au contrat marquent une rupture avec ce principe. En effet, le Conseil d'État ne leur a permis de soulever que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent. Mais aussi, ils peuvent soulever les vices d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Ceci résulte de l'arrêt du Conseil d'État du 4 avril 2014, département Tarn-et-Garonne. Si d'autres moyens sont soulevés, qui ne relèvent pas donc de l'une de ces deux catégories, le moyen sera jugé inopérant. Grand B, les moyens du défendeur. Comme le défendeur présente lui aussi des conclusions, il doit les justifier, en présentant à son tour des moyens. Il s'agit plus précisément de justifier le rejet de la requête. Les moyens du défendeur ont essentiellement pour objet de répondre et de renverser ceux du demandeur. Par exemple, si le requérant a invoqué l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'administration va s'efforcer de démontrer que tel n'est pas le cas, en invoquant les arguments de fait et de droit qui appuient sa démonstration. Mais le défendeur peut aussi ajouter d'autres moyens pour appuyer sa demande de rejet. Il peut par exemple invoquer des moyens tirés de l'incompétence du juge administratif, ou encore des moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête. Il peut par exemple soutenir que le requérant n'a pas d'intérêt à agir. Par ailleurs, le défendeur peut aussi admettre que l'un des moyens du requérant est fondé, mais soutenir que ce moyen peut être dépassé. Par exemple,
Dans le recours objectif de pleine juridiction, on sait que le juge apprécie la légalité de l'acte au jour où il statue. Par conséquent, le défendeur peut faire valoir des arguments de changement de circonstances, de droit ou de fait, qui ont permis à sa décision de devenir légale depuis son édiction. Dans le REP, autre exemple, compte tenu du renforcement de l'office du juge de l'excès de pouvoir, que l'on a déjà exposé, l'administration peut demander au juge de procéder à une substitution de base légale ou à une substitution de motif pour éviter l'annulation de son acte illégal. Enfin, lorsque le défendeur présente des conclusions reconventionnelles, il doit là aussi développer des moyens de fait et de droit pour convaincre le juge d'accueillir ces conclusions. Terminons avec les moyens d'ordre public. Grand C, les moyens d'ordre public. Comme pour les conclusions, le juge administratif est en principe tenu de s'en tenir aux moyens des parties. Par exemple, dans un recours pour excès de pouvoir, si le requérant a seulement invoqué un vice d'incompétence et que ce moyen s'avère infondé, le juge ne pourra pas annuler l'acte, quand bien même il s'apercevrait que l'acte est entaché d'un détournement de pouvoir. Dès lors que le requérant n'a pas invoqué le moyen, le juge n'a pas le pouvoir de compléter le travail du requérant. Cependant, il existe, par exception à ce principe, des moyens que le juge doit soulever d'office. C'est ce qu'on appelle les moyens d'ordre public. Ce sont des moyens qui présentent une telle importance qu'ils peuvent être soulevés d'office par le juge administratif si les parties ne l'ont pas fait. Par ailleurs, les parties elles-mêmes peuvent les soulever à tout moment de la procédure. En d'autres termes, les moyens d'ordre public ne sont pas soumis au principe d'immutabilité qui interdit de soulever des moyens relevant d'une cause juridique nouvelle après l'expiration du délai de recours contentieux. Lorsque le juge soulève un moyen d'ordre public, son pouvoir est encadré par le Code de justice administrative. L'article R 611-7 impose en effet au juge d'informer les parties, avant la séance de jugement, que sa décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office. Il doit alors fixer un délai dans lequel les parties peuvent présenter leurs observations sur ce moyen communiqué. En revanche, le Code ne donne pas la liste des moyens d'ordre public. C'est la jurisprudence qui a établi cette liste au fur et à mesure des décisions du Conseil d'État. On l'a déjà vu, la compétence du juge administratif est un moyen d'ordre public. C'est-à-dire que même si le défendeur ne soulève pas cette éventuelle incompétence, le juge saisi doit s'assurer qu'il est compétent pour connaître le litige. Les conditions de recevabilité de la requête sont elles aussi des moyens d'ordre public. Le juge doit vérifier, au besoin d'office, si l'ensemble des conditions sont respectées par le requérant. Enfin, concernant les moyens de fond, le Conseil d'État a qualifié de moyens d'ordre public tant des moyens relatifs à la légalité des actes administratifs que des moyens en matière contractuelle, électorale ou encore en matière de responsabilité administrative. Constituent ainsi des moyens d'ordre public en matière de légalité, par exemple, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le moyen tiré de la rétroactivité de l'acte administratif, ou encore le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi. En matière contractuelle, a été qualifié de moyen d'ordre public un vice d'une particulière gravité qui est relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement. Constitue également un moyen d'ordre public le caractère illicite du contrat. En matière électorale,
Le moyen tiré de l'inéligibilité du candidat a aussi été qualifié de moyen d'ordre public. Enfin, en matière de responsabilité, c'est le moyen tiré d'une responsabilité sans faute qui a été qualifié d'ordre public.